Njikato berne mako, Njikato berne mako, olele oao, ya tele male. Le Cameroun a la particularité d'avoir plusieurs écosystèmes. Depuis la zone équatoriale qui sur le plan historique, était très peu peuplée, où on ne peut pas dire qu'il y avait des villes en tant que telles. En revanche, dans les parties septentrionales et l'ouest du Cameroun, on retrouve des vestiges qui révèlent effectivement qu'il y a eu une existence humaine plus dense et où on pourrait parler de toutes choses égales par ailleurs de villes précoloniales. L'histoire des villes, c'est l'histoire, dans un premier temps, des comptoirs coloniaux qui ont été installés selon une logique d'évangélisation ou une logique d'exploitation des ressources naturelles existantes. Après, surtout, on peut dire le traité germano-camerounais de 1884, où le Cameroun rentre, on pourrait dire, dans la mondialisation. Les empires coloniaux créent des équipements, des têtes de pont, n'est-ce pas, de cette intégration à l'économie mondiale. Dès lors, on peut dire que les espaces, les territoires qui servaient à cette intégration dans l'économie mondiale, comme villes comme Grand Batanga, Kribi, Douala, Yaoundé, peuvent être considérés comme Buea aussi, dans Limbe, Victoria, disons-le plus exactement, peuvent être considérés, n'est-ce pas, comme ces territoires que l'on peut qualifier de premières villes camerounaises au sens moderne du terme. Donc vous verrez que les territoires qui sont devenus plus tard les principales villes étaient simplement des anciens comptoirs coloniaux et qui ont été implantés du temps des Allemands, c'est-à-dire qui ont été là jusqu'en 1916, qui ont ensuite été remplacés par les Français et les Britanniques jusqu'en 1960. Donc toute cette période, les logiques de développement des villes répondaient soit à l'évangélisation, soit à l'exploitation des ressources naturelles. Dans le code de l'urbanisme camerounais, qui dit qu'un espace est considéré comme une ville, un espace qui a à partir de 2000 habitants et qui a un habitat continu. La ville camerounaise est un cadre qui peut donner un certain nombre de services à un certain niveau et à une certaine taille de la population. Quand je parle de services, je parle d'énergie, de mobilité, je parle de services de santé, éducation. Selon les textes législatifs réglementaires camerounais, est considérée comme ville tout ce lieu d'unité administrative, c'est-à-dire que tous les communes d'arrondissement ou des arrondissements de manière générale sont d'ores et déjà considérés comme des villes. Ensuite, on prend également en compte comme ville tous les territoires qui concentrent une population de 5000 habitants au moins, avec des activités relativement diversifiées et qui peuvent ne pas être des seuls lieux d'arrondissement et bien entendu des seuls lieux de département et davantage encore les seuls lieux de province. Si on voit le code de l'urbanisme et le code des collectivités territoriales décentralisées, il y a deux types de villes au Cameroun. Il y a les communautés urbaines et ce qu'on peut appeler globalement les communes, les chefs-lieux d'arrondissement et les chefs de communes qui sont également des villes. Au Cameroun, l'armature urbaine déjà est relativement équilibrée, mais il se dégage manifestement un duopole. Les deux villes de Douala et Yaoundé, les deux principales capitales. Ensuite, un réseau de villes dites aujourd'hui capitales régionales, des métropoles régionales, disons, qui sont censées contribuer au rééquilibrage de ces deux développements. En marge de celles-ci, on a des villes parfois plus importantes démographiquement que certains chefs-lieux de région. Nous pensons par exemple à la ville de Kumba ou de Fumban, qui ne sont pas des capitales régionales, mais qui ont un dynamisme et un poids démographique significatif beaucoup plus important que certains chefs-lieux de région comme Ebolova ou Bertois. Pour moi, les villes principales du Cameroun, c'est les 14 communautés urbaines. Il y a Douala, Yaoundé,
Ensuite, il y a un deuxième peloton de villes qui sont les capitales régionales et les autres villes qui disposent des communautés urbaines. Et derrière, il y a le reste. Toutefois, nous avons d'autres villes qui sont en forte expansion. Une commune comme la commune de Bouda qui a 7,8% de croissance chaque année. Des villes comme Ngaoundéré, des villes comme Garoua, Maroua, qui sont à peu près au même niveau de développement. On peut considérer certaines villes aussi où il y a des universités, la ville de Chang, Boya, qui sont des villes universitaires qui ont une certaine dynamique. Je crois qu'elles ont la particularité de partager un certain nombre d'enjeux qui ne sont pas seulement d'ailleurs le fait des villes camerounaises, qui sont le fait de la plupart des villes, si c'est la totalité des villes d'Afrique. L'ancien délégué du gouvernement de Yaoundé disait qu'il a l'impression qu'à Yaoundé, les gens viennent avec leurs habitudes du village pour venir vivre en ville. Donc l'enjeu pour moi, c'est d'abord ça, de faire comprendre aux gens que si on vit dans une ville, il faudrait respecter un ensemble de règles. Donc aujourd'hui, avec la croissance démographique, nos villes doivent relever le défi de fuir une croissance à l'horizontale et puis de travailler dans une expansion plutôt verticale. Sur d'autres plans, des défis qui ne sont pas forcément liés au Cameroun, c'est des défis tels que le changement climatique qui impliquent la gestion et l'organisation des ressources. L'enjeu principal, c'est les questions de gestion urbaine, on va dire, dans lesquelles on trouve la gestion des déchets. Les enjeux, c'est de faire respecter les servitudes d'utilité publique, de faire respecter les documents de planification. À côté des enjeux liés à la planification, il y a les enjeux liés à l'habitat. Il y a un déficit criard malgré les efforts que l'État décide de faire en construisant peut-être 10 000 logements. Il y a toujours un déficit qui reste dans les grandes métropoles. Il y a également la qualité de cet habitat et l'accessibilité qui est liée à cet habitat-là. Le déficit est important. En spécialiste de la gestion urbaine et du développement urbain et le sempiternel problème des ressources financières qui sont manifestement aux antipodes des besoins nécessaires à une croissance ou développement durable des villes, quelle que soit leur taille. La mobilité, vous savez, il est difficile de nos jours de circuler dans des grandes métropoles camerounaises. Déjà, le parcours routier ne suit pas la croissance urbaine. Les enjeux, c'est d'arriver aussi, avec les moyens qu'on a, à développer des choses qui soient simples, fonctionnelles et d'utiliser du low-tech. On n'a pas toujours besoin de beaucoup de moyens ou beaucoup d'argent pour faire les choses. Donc finalement, c'est d'arriver à mettre tout le monde autour de la table et d'être transparent et de poser sur la table tout ce qu'on a et ensemble décider comment est-ce qu'on le gère. L'expression architecture vernaculaire, elle est péjorative parce que le mot vernaculaire vient d'indigène, un terme déjà assez controversé. Donc je partirai plus sur la question de l'architecture traditionnelle. Vernaculaire, j'entends l'architecture endogène, c'est-à-dire la façon dont les populations locales s'approprient leur milieu avant l'arrivée de l'altérité, c'est-à-dire de l'annexion de l'ailleurs dominant, j'allais dire du blanc plus prosaïquement. Les différentes formes d'expression de l'architecture vernaculaire au Cameroun dépendent donc des régions. On sait que le Cameroun, c'est une Afrique en miniature, donc on a des architectures sahéliennes, on a la forêt. Donc à ceci, il y a des différents matériaux, il y a du bois, il y a de la terre, du chaume, etc. Donc je pense qu'on peut identifier différents groupes d'architecture vernaculaire, mais je le redis encore, cette architecture, c'est une connaissance qui est un peu trop livresque actuellement et on ne la voit pas assez dans notre environnement quotidien, ou on ne la voit plus assez surtout. On peut citer en gros les architectures Mosgoum, la case Bamileke, la hutte Pygmée, et chaque aire écologique a ses caractéristiques. La caractéristique principale de l'architecture de l'ère méridionale, c'est le couvert végétal, parce que justement nous sommes dans la zone de la forêt équatoriale. La caractéristique de l'ère septentrionale, ici c'est tout ce qui est terre, parce que nous sommes en pleine savane et dans les zones de montagne. De façon générale, on peut regrouper 4 grands types d'architecture qui se sont développés selon le contexte culturel, mais aussi climatique, parce qu'il faut bien comprendre que
la première réponse architecturale, outre que l'esthétique, il y a un besoin utile et les questions pour ces peuples étaient déjà les questions climatiques. Par exemple, dans le Grand Nord, on a les cases au but. Dans les Grassfields, on a plutôt travaillé sur les éléments tels que les bambous de raffia, la terre, parce qu'il fallait se protéger du froid. Et puis dans le centre, alors qu'on vivait dans la forêt équatoriale, on est plutôt parti pour des formes qui s'intègrent plutôt bien. Là, on a les toitures en paille, les formes. Les formes architecturales, effectivement, varient, qu'on soit chez les Bamoun, qu'on soit chez les Tikar, qu'on soit chez les Pawin, c'est-à-dire les femmes Betty. Par rapport à ça, nous pouvons parler, par exemple, de là-bas, qui est la maison de l'homme chez les Betty. Dans la concession, nous avons, par exemple, là-bas, qui est positionné au centre du site. Et nous avons d'autres composantes comme le nda, qui est la cuisine, et aussi des composantes comme les sépultures. Dans la culture Pawin, par exemple, la sépulture fait partie de l'habitat. C'est-à-dire, il fallait mettre les sépultures des anciens, n'est-ce pas, devant là-bas. Parce que n'oublions pas que les formes architecturales sont aussi largement influencées par les rites, les déterminismes sociaux et aussi les religions et croyances. Ce n'est que récemment, c'est-à-dire qu'avec les lois sur la décentralisation en 2004, que les compétences ont été données aux collectivités pour élaborer des documents de planification de leur territoire. Mais aujourd'hui, il y a une faiblesse au niveau national en ce qui concerne les documents de planification. Voyez-vous, le DSCE, qui a été récemment remplacé par la stratégie nationale 2020-2030, voyait le secteur urbain comme un sous-secteur du secteur des infrastructures. Bon, c'est vrai, en milieu urbain, il faut des infrastructures, mais il n'y a pas que ça. Derrière, il faut une politique économique, il faut une approche qui soit beaucoup plus holistique. Aujourd'hui, il y a quelques villes qui ont des exécutifs municipaux qui comprennent la nécessité d'élaborer des documents et de les mettre en œuvre. Mais le taux d'élaboration de ces documents, qui est aujourd'hui à peu près de 38% à l'échelle nationale, reste faible. Le défi avec différents documents de planification, c'est de réussir à les fédérer pour que chaque document contribue à la mise en place des autres documents. L'articulation entre le document de stratégie à l'échelle nationale, le document de politique sectorielle qui concerne l'urbanisation, et derrière les documents de planification territoriaux qui sont élaborés, mis en œuvre par les collectivités. Cet enchaînement d'échelles-là, aujourd'hui, disons, n'existe pas véritablement. Toute go, je dirais que l'architecte camerounais, c'est un super-héros. Le métier de l'architecte et le rôle même de l'architecte n'est pas très connu au Cameroun. C'est vrai, il y a des avancées, mais le rôle que l'architecte doit jouer dans les projets n'est pas encore très maîtrisé par les clients ou de façon générale les maîtres d'ouvrage. Le marché du bâtiment se porte, je pense, bien. On construit beaucoup, on construit souvent mal, des fois bien. Donc pour moi, ça c'est le marché du bâtiment. Maintenant, le marché de l'architecture doit s'inscrire dans le marché du bâtiment parce que pour moi, l'architecture c'est le plus qu'il y a sur un bâtiment et le plus souvent pensé et défini qui s'inscrit une fois de plus dans un schéma d'urbanisme, etc. Vous savez ce qu'on dit, la cause c'est le leadership, tout le reste est effet. Donc si au niveau du leadership, nous avons des soucis pour impulser en réalité une réelle dynamique, pour déterminer, pour donner, n'est-ce pas, la vision, les effets ne vont que se faire sentir sur le terrain. Une prolifération de l'autoconstruction dans un pays où tout le monde fala son nyama, chacun essaye de faire comme il entend. C'est dans cet environnement que l'architecte camerounais se déploie, raison pour laquelle je dis qu'au vu de ce qu'il fait dans l'environnement qui est le nôtre, il est un super-héros. Le marché se porte bien, mais pas pour les architectes.
Donc, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de tâcherons, beaucoup d'artisans, tout le monde construit. Je pense que les ingénieurs s'en sortent mieux que les architectes, mais c'est une facette qui pourrait changer si on améliorait la qualité de l'architecture à proposer. Les villes camerounaises ont en commun l'informel. 90% de l'activité économique est informelle. Bon, maintenant, quand on dit informel ici, ce n'est pas péjoratif. C'est juste pour dire que c'est des activités qui se passent sans que l'État n'ait une main mise sur ça, sans qu'il y ait une traçabilité en termes de fiscalité. Douala est la capitale économique. Douala, c'est à peu près 30%, sinon un peu plus, du PIB du Cameroun, produit à Douala. C'est à peu près 60% des emplois formels du secteur privé, 65% des grandes entreprises du Cameroun qui sont installées à Douala. C'est vraiment la ville qui a une vocation économique par excellence au Cameroun. Derrière, Kribi est en train d'arriver. Kribi, qui avait jusque-là une vocation touristique, commence donc à avoir une vocation économique qui se consolide par le choix qui a été fait de développer le port en eau profonde à Kribi. Maintenant, le tissu urbain camerounais, quand on regarde de manière générale, les 10% de la formalité qui sont, c'est une économie de services, à l'exception de Douala où il y a quand même un bassin de production, et Dé également où il y a un bassin de production. À Kribi aussi, on commence à avoir des entreprises qui sont en train de s'installer. Donc, dans les 10%, il y a justement cette économie formelle. Mais l'économie des villes camerounaises est à l'image de l'économie du Cameroun. Ça veut dire que c'est une économie escravagée. C'est une économie où on ne produit rien, on consomme tout ce qui est consommé dans nos villes est la plupart du temps importé. Le port de Douala est à peu près 85% en trafic d'exportation et 15% en trafic d'importation. Ça veut dire que tous les territoires que vous verrez sont en fait des territoires de transit des matières premières pour l'évacuation. Donc le moteur économique des villes, c'est l'agriculture, à quelques points essentiels de la petite transformation et puis des grandes industries qui sont installées ça et là. La Sodécoton à Garoua, la Sonara à Limbe, à Lucam à Idéa. Nos villes ne se vendent pas assez, il y a du potentiel dans nos villes et qu'il faut peut-être à partir des instruments de marketing territorial, qui est des politiques d'attractivité territoriale pour attirer, n'est-ce pas, des investisseurs. Parce qu'avec la décentralisation, le nouveau code a donné d'énormes compétences aux villes camerounaises. Elles doivent désormais exploiter ces compétences-là, pour qu'elles soient des villes compétitives et qu'elles soient des villes attractives, parce qu'il faudra bien attirer des investisseurs. Ici, lorsqu'on parle des investisseurs, ce n'est pas forcément des investisseurs internationaux. Il faudra à un moment donné que nos villes savent se vendre, qu'elles attirent même les investisseurs à l'échelle nationale. Lorsqu'on parle des services qu'une ville doit fournir, donc faciliter la mobilité, apporter de l'énergie, de l'eau, faire un environnement bâti, c'est clair qu'on va impacter son environnement, mais on peut l'impacter positivement comme on peut aussi l'impacter négativement. J'aimerais parler de quelques piliers. Par exemple, la gestion des ordures ou bien la gestion des déchets. Au Cameroun, la ville, par exemple, de Yaoundé produit environ 400 000 tonnes de déchets par an. Et si nous voyons comment ces déchets-là sont traités, ils sont enfouis dans une décharge sans tri, sans traitement préalable. Il y a du lixivia qui va s'infiltrer dans la nappe phréatique et automatiquement il y a la pollution des eaux souterraines, également la pollution des eaux fluviales. La façon dont le service énergétique est aussi assuré, il y a des choix qu'on peut faire, des choix durables ou des choix qui sont moins durables. Il faut apporter suffisamment d'efficacité énergétique aussi pour réussir à diminuer l'impact, parce qu'on sait que lorsque on détruit la nature pour construire, on a un impact négatif. Mais lorsque on a besoin de fournir l'énergie aussi, il y a une composante émission de gaz à effet de serre liée à la source de production de cette énergie-là. Si nous prenons aussi le cas de la mobilité, nous voyons qu'en majorité, les véhicules que nous retrouvons au Cameroun sont des véhicules hors usage venant de l'Occident qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre et qui contribuent à une pollution massive de l'air en milieu urbain. L'industrialisation, c'est vrai, n'est pas encore vraiment accélérée dans nos villes camerounaises, mais si nous allons dans les zones industrielles
plus particulièrement à Douala, nous allons remarquer qu'il y a une forte pollution de l'air, tout simplement parce que nos industries n'ont pas encore vraiment intégré des processus qui leur permettent d'avoir une production responsable ou bien une production beaucoup plus propre. En fonction des choix qui sont faits pour remplir chacun des services dont les populations ont besoin, on peut positivement ou négativement impacter son environnement. Donc, d'où les choix qui sont portés vers du green, que ce soit dans l'habitat, que ce soit dans la mobilité, les services énergétiques ou de l'eau, par exemple. Ça serait de les gouverner déjà, ces villes, parce que pour moi, nos villes ne sont pas réellement gouvernées. Elles sont pensées, mais beaucoup d'études restent dans des cartons et il y a un problème entre ce qui s'écrit, qui est souvent très intéressant, on voit de nombreuses études, il y a des décrets et puis l'application. Déjà, je pense qu'il faut objectivement et préalablement avoir la volonté politique. Et de ce point de vue, il y a au moins une volonté politique affichée de promouvoir le développement des villes durables inclusives au Cameroun. On ne peut pas développer la ville et se passer du gouvernement central. Parce que l'État a sa mission régalienne pour la gestion des villes. Quelle que soit notre volonté, notre bien, notre bon vouloir, il faut arriver à ancrer que toutes les grandes révolutions, tous les grands changements dans le monde partent toujours d'une vision politique et d'un contexte en fait fort, social fort. Donc au Cameroun, on a besoin de ça. On a besoin que les politiques énoncent une vision afin qu'on puisse les accompagner. Un dynamisme des populations, des caractéristiques naturelles et l'ingéniosité aussi des habitants et la volonté politique, disais-je, de concevoir, de mettre en place un corpus législatif et réglementaire permettant d'atteindre ces objectifs. L'avenir de nos villes se trouve dans nos villages. Les villes se construisent au brassage des cultures. Après, il faut bien savoir comment juxtaposer ou jumeler ça entre les éléments qui viennent extérieurs et les éléments qui nous sont propres, en fait intrinsèques. Nous devons nous inspirer des pratiques traditionnelles, culturelles, pour pouvoir aménager nos villes. Un exemple, lorsque vous décidez de faire des Kansiks ou bien HLM ou l'équivalent, est-ce que vous avez pensé un seul instant à la maman qui doit faire son tarot ou bien la cuisine traditionnelle, ou est-ce que vous pensez que ces gens-là doivent pouvoir le faire? S'inspirer aussi de nos pratiques traditionnelles, c'est de voir dans une économie circulaire. Nous voyons par exemple ce qui se passe à l'Ouest Cameroun. Je vais prendre un exemple banal, la récolte du maïs par exemple, les graines qui sont préservées pour la nutrition des animaux, des hommes, les rafles par exemple de maïs qui sont utilisées dans la production des champignons et nous voyons les pots, les tiges de maïs qui sont utilisées pour fertiliser le sol. Donc on voit que rien ne se perd dans la chaîne et nous nous rendons compte que l'économie circulaire en fait était pratiquée, a toujours été pratiquée par nos ancêtres et est ancrée dans notre culture, ce qui serait un beau modèle à copier ou bien à répliquer dans notre système de gestion urbaine. En intégrant aussi dans le code de l'urbanisme un ensemble de pratiques sociales qui se fondent ou bien qui s'inspirent de nos pratiques aussi traditionnelles. Il serait intéressant que lorsque on regarde une ville dans le monde et qu'on se dise ça c'est le Cameroun, mais cette identité-là, il va falloir la développer et la trouver. Nous avons une mixité de cultures, plus de 250 ethnies. Ça ne va pas être facile, mais peut-être qu'on peut ajouter dans nos bâtiments, dans nos architectures, des particularismes qu'on retrouve dans nos communautés, au village et tout, pour donner un aspect un peu plus camerounais à notre façon de vivre. Il y a deux paramètres dans le développement des technologies du bâtiment en Afrique. La première technologie, c'est d'utiliser des matériaux de type durable et recyclable à l'infini. Et la deuxième chose, c'est d'essayer en fait d'utiliser les effets climatiques en termes thermiques. Donc utiliser des technologies de bâtiments qui permettent des ventilations naturelles pour limiter au maximum le déploiement énergétique de climatisation électrique. Il faut certainement que les innovations qui sont mises au service de ces villes soient adaptées au contexte et aux besoins.
Il ne s'agit pas d'importer des concepts de smart city. Donc c'est d'intégrer pour le quotidien de la municipalité les outils technologiques pour lui permettre de mieux connaître son territoire. Connaissance avec grand C, bien sûr. Parce que lorsque tu connais, tu peux agir dessus, tu peux impacter. Si vous développez une application aujourd'hui, ou bien vous utilisez la finance digitale pour collecter des impôts, ou bien pour faire un financement collaboratif des projets, voilà des solutions qui peuvent aider à la construction de la ville. Dans nos produits développés stratégiquement pour le Cameroun et l'Afrique équatoriale, on va utiliser en fait des technologies de produits verriers très poussées, c'est-à-dire qu'on va autant travailler la partie solaire, c'est-à-dire le contrôle du rayonnement solaire, que la partie thermique, donc au contrôle de la chaleur, que également la partie acoustique, le contrôle du bruit. Donc l'association de ces paramètres fait qu'aujourd'hui on peut, avec des vitrages, des doubles vitrages, voire avec des technologies encore supérieures, des triples vitrages, pouvoir maîtriser en fait tous ces paramètres. Il convient de faire la rencontre des champs entre le développement, l'innovation technologique, les jeunes qui sont aujourd'hui porteurs d'idées et les besoins qui sont exprimés par à la fois les populations à la base, mais aussi et surtout par les collectivités qui sont aujourd'hui les garants du développement de la ville. L'art au Cameroun, je parlerai de l'art contemporain, pas de l'art artisanal, est vraiment, je dirais, précurseur de ce qui se pense et de ce qui s'exprime au niveau de nos villes africaines. J'aime beaucoup côtoyer les artistes et je les trouve nettement plus créatifs que les architectes. Plus créatifs dans le sens qu'ils réussissent à exprimer et des fois à avoir un temps d'avance sur ce qui se trame dans la ville. Donc je pense qu'on a tout intérêt à faire de l'art urbain, on n'en fait pas assez. On parle souvent de design urbain, etc., mais c'est fait vraiment à un très petit niveau, je dirais ici. Mais par contre, je pense qu'on devrait plus accompagner les artistes qui veulent faire des choses, notamment comme le street art. J'ai vu ici quelques belles fresques qui ont été faites et puis 3 mois après, hop, elles sont repeintes parce qu'elles dérangent, etc. Je trouve qu'on devrait beaucoup plus laisser s'exprimer les artistes et que si la ville, que ce soit Douala ou Yaoundé ou Edea ou autre, ou Buea, était plus créative, ça donnerait un effet d'entraînement aux autres. BIM, Building Information Modeling, est la modélisation des données du bâtiment. Ceci permet d'avoir au sein d'une seule et même maquette numérique l'ensemble des données relatives aux différents corps d'état intervenant tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Le BIM ici permet d'avoir une modélisation précise et avoir des informations claires sur l'ensemble des corps d'état et ainsi prévoir et mieux anticiper les différents défis auxquels feront face les différents bâtiments tout au long de leur cycle de vie. Ainsi, nous pourrons avoir une modélisation claire et des informations précises sur une maquette numérique qui permettra d'avoir et de faire des simulations sur les conditions du bâtiment. Ainsi, nous pouvons avoir une modélisation sur la consommation énergétique du bâtiment, son empreinte carbone, et également tous les aspects liés au développement durable. La modélisation de l'énergie, la modélisation de l'empreinte carbone et également l'ensemble des opérations de maintenance et de gestion. Sur une échelle plus globale, nous pourrons avoir une modélisation de toute la ville et ainsi faire des simulations sur les défis de la ville, tels que les intempéries, les érosions, les inondations, et également mieux appréhender les différentes opérations de maintenance. Une approche assez claire et concise pour ainsi voir l'impact qu'aurait le BIM sur nos divers projets d'envergure et ainsi mesurer les différents avantages liés à l'adoption de cette méthode de travail est la réduction du temps, la maîtrise des coûts et ainsi nous pourrons avoir des projets plus matures. Donc, il est nécessaire d'abord de cartographier le territoire, ce qui va permettre, d'une part, de mettre en place un vrai diagnostic territorial. Ça va permettre de connaître et de localiser les différents services urbains, de visualiser où se trouvent les infrastructures et de comprendre s'il y a des déséquilibres en termes de répartition de tous ces services et de pouvoir combler ces gaps-là. Parce que c'est de ça dont il s'agit.
C'est de cartographier les populations, de cartographier les actions, de cartographier les investissements, ensuite de visualiser les problèmes pour se rendre compte quel est le gap, quels sont les efforts qu'il faut encore apporter en termes de développement. Et la cartographie est un outil incontournable. Donc, en termes d'innovation, déjà, de disposer une information sur l'ensemble de son territoire est quelque chose de fondamental. En ce qui nous concerne, nous avons développé une infrastructure nationale de données spatiales qui s'appelle GOSM, qui aussi aujourd'hui, le 1er avril, sera ouvert au monde entier. Et cette infrastructure contient un portail cartographique, un réseau social qui connecte tous les acteurs de l'écosystème digital, et ceci pour permettre la connexion des acteurs sur un même territoire donné et faciliter le dialogue spatial pour pouvoir comprendre les engagements que les uns et les autres ont sur un territoire, parce qu'il y a vraiment des problèmes de coordination, il y a beaucoup de moyens, parfois c'est pas l'argent qui manque, c'est juste cette information. Comment est-ce qu'on part de la donnée à l'information et à la prise de décision? Les enjeux sont globaux, mais l'action doit être locale. Je suis très optimiste en ce qui concerne la ville camerounaise de demain. La ville camerounaise de demain est nécessairement liée à l'avenir politique du Cameroun de demain. Je ne saurais vous dire que la ville camerounaise de demain est une ville technologique, parce que ça demande tellement de moyens pour pouvoir l'implémenter et que peut-être là ne se trouve même pas la solution. La ville rêvée n'est pas au Cameroun, je pense pas. Mais on a quand même des villes qui ont beaucoup d'énergie, et toute cette énergie fait qu'il y a constamment des idées pour mieux être, mieux vivre, etc. Mais ça reste des petites choses. Pour moi, on est un peu des villes comme des oasis, comme des acupunctures, de choses intéressantes au milieu d'un marasme qui est assez moyen. Est-ce que la ville camerounaise est encore à construire? Nous avons la chance de pouvoir déjà connaître ces différentes démarches de durabilité que nous allons intégrer dans la construction de la ville future camerounaise. Ça veut dire que nous avons cette chance de ne pas répéter les erreurs des autres. La ville camerounaise de demain, c'est une ville que nous voyons aussi bien moderne comme se font aujourd'hui les plus grandes villes internationales, mais aussi authentique, aussi bien sur le plan énergétique que sur le plan confort, permettant un renforcement de l'isolation du bâtiment. Je pense déjà que la ville camerounaise de demain est en train de se construire aujourd'hui. Puisque la ville se construit à la succession de la ville existante, il faut s'imaginer que les Camerounais doivent être partie intégrante du développement de leur cité. Je fais mienne ici les pensées de Césaire qui disait « Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. » Donc, je prône pour la ville, et d'ailleurs elle n'a pas le choix, un syncrétisme culturel, c'est-à-dire aller puiser ce que nous avons de fort dans notre vernaculaire, ce que nous avons de fort dans notre endogène, ce que nous avons de fort dans notre traditionnel, pour pouvoir l'adouber avec ce que nous avons comme influence extérieure, parce que nous sommes aussi les citoyens du monde. Le monde étant le rendez-vous du donner et du recevoir, il est important qu'à ce niveau-là, nous puissions aussi donner, que la ville de demain, fût-elle ville nouvelle, fût-elle une fabrication dans les laboratoires, elle doit pouvoir apporter à la civilisation universelle sa particularité. Et sa particularité sera marquée si et seulement si nous, les architectes, les urbanistes, les bâtisseurs de la ville, nous puisons ce qu'il y a de positif dans nos valeurs, ce qu'il y a de positif dans notre endogène, pour coupler à cela, n'est-ce pas, l'innovation technologique et le développement actuel, quoi. La ville camerounaise, pour moi, de demain, je l'envisage vraiment avec de sublimes bâtiments inspirés de l'architecture et de la culture locale et construits avec des matériaux locaux disponibles au Cameroun. Notamment, je serais bien fier de voir une ville avec des opérations. On a des immeubles en bois, en bambou. Vous voyez, ce serait très intéressant. L'architecture vernaculaire ne peut avoir un devenir que si elle est enseignée. Enseigner l'architecture vernaculaire, pas seulement dans ce qu'elle est, mais dans ce qu'elle peut être. Moi, je pense que l'architecture de demain sera juste l'architecture qui répond à la situation. C'est-à-dire qui s'adapte au site. Le site étant culturel, géographique, politique, urbanistique. Une architecture qui s'adapte au programme
Le programme étant ici l'ensemble des besoins. Les besoins ici étant culturels, anthropologiques, sociologiques et qui s'adaptent au coût. Quand je parle de coût ici, je parle ici des modes de production économique et le mode de développement économique. Alors, si on restait sur l'aspect économique, ce qui guiderait le profil de ville camerounaise, c'est naturellement à la faveur de la décentralisation, n'est-ce pas, l'identification des potentialités de chaque ville et bâtir sur ces potentialités, sur ces bases économiques, sur les capacités humaines, et je disais encore tantôt sur le leadership local, n'est-ce pas, des modèles de ville en fonction de ses forces et faiblesses. Les villes et les structures déconcentrées de l'État, qui s'occupent notamment des impôts et des finances, doivent se saisir de la finance digitale pour faciliter l'insertion des personnes qui exercent dans l'informel, dans le circuit formel. Il faut investir sur les villes. Et quand je dis investir sur les villes, ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est également sur le plan de l'émancipation des élus locaux et c'est surtout sur le plan de libérer les énergies des populations à la base qui, contrairement à ce que l'on pense, sont très ingénieux, très imaginatifs, très engagés et volontaires dans leur démarche. L'innovation et le développement technologique ont toujours joué un rôle moteur, voire central, dans le développement de toutes les sociétés, et ce depuis la révolution industrielle. Dans le cadre des villes camerounaises, il est important de puiser dans ce développement technologique-là en s'appuyant sur les savoir-faire locaux, les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire qui émanent des sociétés dans leur diversité. Il est également important d'utiliser le potentiel qu'offre la jeunesse. On a dans le contexte camerounais de nombreux innovateurs, de nombreux startups qui développent tous les jours des solutions digitales basées sur le numérique et les nouvelles technologies très innovantes. De plus, l'égalité d'accès aux technologies de l'information et de la communication est également clé. L'inclusion est également un aspect important. L'inclusion dans le sens où toutes les parties prenantes doivent être mises ensemble, dont la technologie a une place très importante dans la mise en place du développement urbain, résilient, inclusif et durable dans le contexte des villes camerounaises, mais doit s'appuyer à travers une approche holistique sur le contexte, les savoir-faire locaux et la technologie ne doit intervenir que comme outil pour capitaliser tout cela vers des établissements humains plus résilients, inclusifs et durables qui ne laissent personne pour compte. Njikato